Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire extraordinaire, celle de Nelson Mandela et Graça Machel, deux figures légendaires dont la rencontre a marqué l'histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un amour inattendu, mais celle de deux titans qui ont transformé l'Afrique, chacun à leur manière. Graça, bien plus que la veuve d'une icône, a été une femme d'État, une éducatrice, une militante, et une compagne qui a vu l'homme derrière le mythe. Préparez-vous à un récit captivant, mêlant résilience, sacrifice et une connexion profonde qui a défié les attentes du monde. Avant de commencer, posez-vous une question. Pensez-vous que voir nos héros comme des êtres humains les rend plus inspirants ou moins? Écrivez vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de les lire. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allez, embarquons dans l'histoire de Nelson Mandela et Graça Machel, une rencontre qui a changé leur vie et inspiré des générations. Quand Nelson Mandela posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, Graça Machel se dit silencieusement qu'elle voulait être présente. Ce moment, discret mais significatif, marqua le début d'une connexion qui allait défier les conventions. Mandela, alors âgé de près de 80 ans, était une icône mondiale, le premier président noir d'Afrique du Sud, un symbole de résilience après 27 années passées en prison pour avoir lutté contre l'apartheid. Lauréat du prix Nobel de la paix, il incarnait l'espoir et la réconciliation pour des millions de personnes. Graça, née en 1945 dans le Mozambique rural, était une force à part entière. Orpheline après la mort de son père 17 jours avant sa naissance, elle grandit dans un monde marqué par les inégalités de l'Afrique coloniale. Pourtant, elle refusa les limites imposées aux femmes. Grâce à une bourse, elle étudia à Lisbonne, maîtrisant l'allemand, le portugais, le français, l'espagnol, l'italien et son Xitsonga natal. Ces années à l'étranger la radicalisèrent, l'exposant à l'arrogance du pouvoir colonial. De retour au Mozambique, elle rejoignit le Frelimo, le mouvement de libération, travaillant comme institutrice tout en participant à la lutte pour l'indépendance. En 1975, lorsque le Mozambique obtint son indépendance, Graça, à seulement 30 ans, devint la première ministre de l'Éducation et de la Culture, un rôle révolutionnaire dans une Afrique tout juste libérée. Sous sa direction, le taux de scolarisation explosa, passant de moins de 50% à plus de 90% pour les garçons et 75% pour les filles. Elle lança des campagnes d'alphabétisation, ouvrit des écoles dans les zones rurales et fit progresser l'éducation des filles, transformant la vision d'un pays naissant. Mariée à Samora Machel, premier président du Mozambique, elle partagea son rêve de reconstruire une nation libre. Mais en 1986, la tragédie frappa. Samora mourut dans un crash aérien près de la frontière sud-africaine, laissant Graça veuve avec deux jeunes enfants. Loin de se retirer, elle élargit son action à l'échelle mondiale, devenant une avocate de premier plan pour les enfants et les réfugiés. Son rapport de 1996 pour l'ONU sur l'impact des conflits armés sur les enfants fut une première, attirant l'attention sur les victimes oubliées des guerres. Elle reçut le Africa Prize en 1992, la médaille Nansen de l'ONU et fut nommée Dame Commandée of the Order of the British Empire par la reine Elisabeth II. C'est dans ce contexte que Graça et Mandela se rencontrèrent, lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation. Leur connexion fut subtile, presque imperceptible. Pas de grands gestes romantiques, mais une reconnaissance mutuelle entre deux âmes marquées par le sacrifice, l'exil et la perte. Mandela, sorti de prison en 1990, avait achevé son mandat de président en 1999, devenant une figure quasi mythique. Graça, veuve de Samora, était une femme d'État respectée, ayant transformé l'éducation au Mozambique et porté des causes humanitaires à l'échelle mondiale. Ils partagèrent des conversations sur les droits des enfants, l'avenir de l'Afrique australe et l'éducation comme clé de la liberté. Sous ces échanges formels coulait un courant plus profond, deux personnes qui comprenaient le prix du leadership et le poids du deuil d'une manière que peu pouvaient imaginer. Pendant des mois, leur relation resta discrète. Des lettres furent échangées, des dîners partagés, toujours à l'abri des regards de la presse. Lorsque les rumeurs commencèrent à circuler, le monde fut pris de court. Mandela, presque 80 ans, était vu comme un sage intouchable. Graça, 27 ans plus jeune, était une figure respectée, mais leur union semblait improbable. Certains y virent une convenance entre deux figures publiques, d'autres un amour véritable. Les critiques et les spéculations fusèrent, mais ni Mandela, habitué au jugement du public, ni Graça, souvent défini par ses liens avec des hommes puissants, ne se laissèrent ébranler. Leur lien s'approfondit dans la tranquillité du quotidien, loin des projecteurs. Mandela trouva en Graça une partenaire qui lui offrait stabilité, intelligence et tendresse dans le crépuscule de sa vie. Graça découvrit un homme qui, malgré son statut mondial, la traitait comme son égale. Le 17 juillet 1998,
jour des 80 ans de Mandela, il lui demanda de l'épouser. Leur mariage, petit et privé, entouré de familles et d'amis proches, déclencha une tempête médiatique. Mais leur fondation était solide, bâtie sur un respect mutuel et une compréhension partagée du poids de leur vie publique. Ce que le monde ne vit pas, c'était la simplicité de leur quotidien. Les éclats de rire nés de l'humour malicieux de Mandela, les conversations dans leur jardin, les repas partagés. Graça décrivit plus tard leur amour comme un rare cadeau, non basé sur l'illusion ou la dépendance, mais sur une complicité profonde et une acceptation des différences d'âge, de statut, de vécu. À la maison, Mandela n'était pas le mythe vénéré par le monde. Il était l'homme qui taquinait Graça sur sa cuisine, laissait ses chaussettes traîner dans la chambre, lisait les nouvelles à voix haute chaque matin, même lorsque sa vue faiblissait. Il était parfois têtu, refusant ses appareils auditifs malgré les conseils des médecins, et Graça riait doucement en l'incitant à les remettre. La nuit, le sommeil le fuyait parfois, hanté par les souvenirs de ses 27 ans de prison, les camarades perdus, les violences endurées, le poids des choix faits en tant que leader. Il se demandait à voix haute s'il avait assez réparé ce qui était brisé en Afrique du Sud. Graça voyait un homme qui doutait, qui luttait avec la culpabilité de n'avoir pas passé assez de temps avec ses enfants, qui portait des cicatrices invisibles. Mais elle voyait aussi son humour juvénile, son rire sincère, réservé aux moments intimes, ses plaisanteries légères qui adoucissaient les nuits lourdes. Pour un homme vu comme du granit par le monde, Mandela était, pour Graça, joueur, doux, parfois fragile. Leur vie ensemble était marquée par une complicité tranquille. Ils voyageaient souvent, assistant côte à côte à des conférences, mais Graça veillait à préserver son identité. « Je n'étais pas seulement sa femme », affirma-t-elle avec fermeté. « J'étais moi-même avant lui et je suis restée moi-même avec lui. » Elle continua son travail humanitaire, président des comités internationaux, dirigeant des fondations, et militant pour l'éducation et les droits des femmes. Lorsque la santé de Mandela commença à décliner dans les années 2000, Graça devint non seulement sa compagne, mais aussi son aidante. Le poids de l'âge était inévitable pour un homme ayant enduré des décennies de travaux forcés à Robben Island. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2010 à Johannesburg, des millions de spectateurs la virent soutenir doucement son bras, guidant cette silhouette autrefois indomptable. Ce n'était pas un geste symbolique, mais un acte d'amour pratique. En 2009, elle confia à une chaîne sud-africaine, avec une douleur contenue. « Cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle disparaît. Vous savez que cela doit arriver, mais cela fait mal. » Mandela, autrefois défini par sa résilience, s'irritait de sa propre fragilité. Il résistait à l'aide, insistait pour marcher sans assistance, écartait les inquiétudes des médecins. Graça, patiente mais ferme, équilibrait sa fierté et son bien-être. Aux yeux du monde, il restait le sage souriant. En privé, il était un mari vieillissant, parfois distrait, oubliant des noms ou égarant des objets, ayant besoin de réassurance. Le 5 décembre 2013, Mandela mourut à 95 ans d'une pneumonie à son domicile de Johannesburg. Le monde entier entra en deuil. Des chefs d'État affluèrent, des convois de sécurité envahirent les rues, et une cérémonie commémorative réunit l'un des plus grands rassemblements de dirigeants de l'histoire moderne. Barack Obama prononça un éloge émouvant, des chants furent entonnés, et Mandela, surnommé Madiba, fut célébré comme un mythe plus que comme un mortel. Pour Graça, ce spectacle semblait étrangement creux. Elle se tenait auprès du cercueil dans un silence digne, observant des dirigeants qui connaissaient à peine son mari rivaliser pour le louer. Pour elle, Mandela n'était pas seulement le symbole de la réconciliation. Il était l'homme qui embrassait son front avant de se coucher, plaisantait maladroitement à table, griffonnait des mots affectueux d'une écriture soignée. Son chagrin était intime, impossible à capturer par le théâtre politique. Après les funérailles, Graça se retira de la vie publique. Pendant des mois, elle resta silencieuse, affrontant le vide de leur maison, cherchant à retrouver son équilibre. Le monde la voyait comme la veuve digne, un personnage secondaire dans l'ombre d'un géant. Mais Graça était bien plus que cela. Des années plus tard, elle brisa le silence, non pour démanteler l'héritage de Mandela, mais pour le réhumaniser. Nelson n'était pas parfait, admit-elle dans une interview franche. Il était bon, profondément bon, mais il luttait avec son tempérament, la culpabilité du temps perdu avec ses enfants, le fardeau de devoir toujours être meilleur. Ces mots ne le diminuaient pas, ils le rendaient réel. Graça craignait que le mythe de Mandela, dépeint comme un saint, n'éclipse l'homme et décourage les gens ordinaires de croire en leur pouvoir de changer le monde. « Il ne pouvait jamais être totalement à moi », dit-elle. « Il appartenait au peuple. C'était le mariage que j'avais accepté, non seulement avec lui, mais avec sa mission. » Séparer le mythe de l'homme n'était pas une trahison, mais un acte d'amour. Elle voulait que le monde se souvienne de Mandela comme d'un mari qui trébuchait,
doutait, vieillissait, mais choisissait chaque jour la bonté. Graça refusa d'être réduite au rôle de veuve. Elle avait déjà été la première dame de 2 nations, le Mozambique et l'Afrique du Sud, mais elle rejeta cette étiquette. « J'ai aimé de grands hommes, dit-elle, mais je ne deviens pas grand dans les aimants. J'ai ma propre histoire. » À travers le Graça Machel Trust, elle bâtit des réseaux pour les femmes entrepreneurs africaines, lutta contre le mariage des enfants et milita pour la santé maternelle et infantile. De 1999 à 2019, elle fut chancelière de l'Université du Cap, puis présidente de la SOA à Londres et chancelière de l'Université africaine du leadership. Avec Mandela et Desmond Tutu, elle cofonda ELDR en 2007, s'attaquant aux crises mondiales, du Moyen-Orient à l'égalité des genres. En 2017, elle fut élue membre honoraire de la British Academy, reconnue non comme l'épouse de Mandela, mais comme une voie durable pour l'éducation, l'humanitarisme et le leadership féminin. Avant la COP27, Graça alerta sur l'exclusion des jeunes Africains des débats climatiques, plaidant pour que l'aide au développement soutienne l'éducation et la santé plutôt que d'être détournée vers l'adaptation climatique. Elle insista sur la dignité des Africains ordinaires, en particulier des femmes et des enfants, comme mesure du progrès. « Les femmes ne sont pas seulement des réceptacles de grandeur », déclara-t-elle à Kigali. « Nous sommes des faiseuses d'histoire. » Elle encadra de jeunes activistes, les exhortant à trouver leur propre voie et à ne pas vivre dans l'ombre d'un autre. Même dans la fin de sa soixantaine, Graça restait une force, refusant que les honneurs ou les médailles ne la détournent de sa mission. Ce qui comptait, disait-elle, c'était l'impact sur les gens ordinaires. Le 17 juillet 2018, lors de la Nelson Mandela Annual Lecture à Johannesburg, Graça monta sur scène aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa et de Barack Obama pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire de Mandela. Devant 15 000 personnes, Obama parla de la capacité de Mandela à infléchir l'arc de l'histoire. Graça écoutait, avec une compréhension intime que peu pouvaient égaler. Elle seule avait vu l'homme derrière le héros, celui qui se fatiguait le soir, qui avait besoin d'amour et de rire autant que de respect. Ses réflexions, lucides et pleines d'espoir, rappelaient que la grandeur n'appartient pas au statut ou au sein. L'héritage de Mandela prouve que même les personnes imparfaites peuvent choisir le courage. Et la vie de Graça traversée par les révolutions, les ministères, les tragédies et l'amour montre que les femmes peuvent porter l'histoire sans être définies par les hommes qu'elles ont aimés. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle espérait que l'on retienne d'elle, Graça répondit après une pause. « Que j'ai vécu pleinement, que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'étais plus que l'épouse de quelqu'un. J'étais l'avocate de quelqu'un, l'enseignante de quelqu'un, le miroir de quelqu'un. » Son héritage, lié à celui de Mandela mais distinct, honore l'homme en l'humanisant et s'honore elle-même en refusant de disparaître dans son ombre. Alors, qu'en pensez-vous ? Voir nos héros comme des êtres humains les rend-il plus inspirants ? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour la prochaine histoire. Comme Graça l'a dit, trouvez votre propre voie, ne vivez pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. À bientôt.